Vous regardez Cineworld Info. Merci de nous rejoindre pour le décryptage de l'actualité politique en France avec notre éditorialiste. Le 25 août 1944, Paris était délivré de 4 ans d'occupation allemande. Pour marquer la commémoration de cette journée historique, les Parisiens ont participé ce week-end à des activités festives pour honorer donc la mémoire des insurgés, des résistants, des soldats, mais aussi de tous ceux qui ont contribué à ce tournant de la Seconde Guerre mondiale. Ceci dans un contexte de statu quo politique dans le pays. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Le président Emmanuel Macron a donc présidé ce dimanche 25 août à Paris la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire de la libération de Paris. Que rappelle cette date aux Français? En fait, c'est une date symbolique puisque Paris n'est pas la France. On a parlé ici la dernière fois de la libération de Toulon, de la libération du débarquement au niveau de Provence. Mais Paris, c'est un peu le symbole, c'est la capitale. Mais on est déjà en 1944. N'oublions pas que la guerre a commencé en 1939. En 1944, on était vers la fin de la guerre. Donc il y avait déjà des victoires contre l'Allemagne, particulièrement de la part de l'URSS de l'époque. Mais ici, les Français mettent particulièrement l'accent sur leur libération. Et Paris est ce symbole un peu de la libération de la France qui a eu lieu effectivement en 25 août. Mené par le général Leclerc, qui est très reconnu en France. Vous avez des navires porte-avions et autres qui portent son nom à cause du caractère symbolique de cette libération. C'est vrai que maintenant, comme il l'a dit dans son discours, il y a d'autres qui y ont participé, on en parle, mais pendant longtemps, on a fait comme si ce sont les Français tout seuls qui ont libéré la France, alors que tout le monde sait que les Africains en particulier ont joué un rôle important dans la libération de la France. Et la capitale française a été libérée donc plus de 8 mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais quel héritage garde la France de cet événement? Ils en font un symbole extrêmement fort. Et parfois, c'est tout le paradoxe. Regardez comment la France insiste sur cet aspect de sa libération. Regardez dans le discours de Macron comment il revient sur cet aspect de libération, où il a raison quand même, les Français se sont mis ensemble pour libérer leur pays. Il a raison. Bien qu'il fait un jeu pour essayer de faire un appel du pied pour que les Français également se mettent ensemble dans ce contexte politique très compliqué dans lequel ils se trouvent pour que cette France-là soit toujours là. Mais le paradoxe, c'est cette même France qui affirme sa liberté, qui célèbre sa liberté, qui ne veut pas laisser à d'autres pays la même liberté. Et c'est pourquoi il faut que nous on tire la leçon. Il faut qu'on célèbre chez nous ce qui va faire de nos pays également des pays libres. Pas seulement par le symbole, mais que dans la pratique également, que nos pays soient libres, tout comme la France veut être un pays libre, capable de choisir ses partenaires, capable de choisir où elle va collaborer et avec qui. Il faudrait qu'on en arrive à la même chose et qu'on ne soit pas là seulement à regarder une célébration de la France sans tirer les leçons pour nos propres pays. Et est-ce que le caractère de solidarité reconnu également à cette époque, aujourd'hui, a disparu? On peut dire qu'il a en partie disparu parce que pendant la résistance, la particularité d'une résistance, en particulier quand la résistance est issue d'une agression extérieure, ça engendre de façon presque automatique ce qu'on appelle un sursaut national. Dans son discours, il le dit clairement, c'est des gens qui étaient, il parle d'une grande coalition qui était formée de plusieurs diversités. Pas seulement en parlant des nationalités étrangères, mais même les Français eux-mêmes n'avaient pas exactement la même position. Mais pour libérer la France, il a fallu que les Français se mettent ensemble. D'ailleurs, pour le cas de Paris, c'est pas seulement que les militaires sont venus sur Paris, mais les populations sur place ont participé à la libération. Il y a eu des manifestations sur place, il y a eu des sabotages qui ont été organisés par les populations avec ce qu'on appelle la résistance intérieure. Il y a eu des combats rue par rue, etc. Les populations y ont joué leur rôle. Et effectivement, en plus d'une armée avec des divisions menées par Leclerc, les populations qui étaient sur place ont joué leur partition pour que Paris puisse être libéré. Mais la France d'aujourd'hui présente une autre image. On a plutôt une France où il est clair que le clivage aujourd'hui entre les groupes politiques en particulier n'a rien à voir avec cette France qui s'était mise ensemble pour sa libération. Et comme vous le rappeliez tantôt après, donc la Normandie,
puis la Provence, la libération de Paris. En tout cas, cette commémoration a marqué un temps fort d'une année placée sous le signe de la mémoire par le président français. Et il y a juste une semaine, le 15 août 2024, la France commémorait également donc le débarquement de Provence pour la liberté de la France, avec une contribution importante de l'armée d'Afrique. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'histoire, la place ou le rôle qu'ont joué les soldats africains est toujours symbolique? Mais ils n'ont pas joué un rôle symbolique, ils ont joué un rôle important. Malheureusement, ils ont pendant longtemps été ignorés. Dans les manuels français, par exemple, quand on relate la Seconde Guerre mondiale, ils ont été longtemps ignorés dans les manifestations organisées par la France et dans les symboles qu'on a destinés à ceux qui ont participé à cette lutte pour la libération de la France. C'est après, avec des contestations de plusieurs personnes, y compris même certains anciens combattants, qu'on a commencé à se rappeler que cela avait joué un rôle. Et de plus en plus, effectivement, au-delà du symbole, parce que parfois c'était juste le symbole, on en profite pour appeler un ancien combattant du Togo, du Sénégal, du Mali, de je ne sais quel pays qui viennent symboliquement s'arrêter, mais il n'y avait rien du tout. Mais après, il y a eu des revendications. Pour dire, mais attendez, si vous considérez qu'ils ont participé à la libération, mais traitez-les comme vous traitez ceux parmi vous qui ont participé à la libération. Ça touchait à la pension, parce qu'ils touchaient beaucoup moins que d'autres qui sont des Français et qui se sont battus pour la même cause. Qu'on donne à des rues en France leur nom, comme on le fait avec d'autres résistants français, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui vient de commencer. Et je ne dirais pas que c'est une volonté de la France, mais c'est plutôt le résultat d'une contestation d'historiens qui se mettent à faire ressortir des pans de l'histoire dont on ne parlait pas suffisamment en France par rapport à la libération. Et la participation des dirigeants africains à cette commémoration, c'est toujours une marque de reconnaissance? On peut dire que c'est une marque de reconnaissance, mais il faut que nos dirigeants réclament le fond au lieu de réclamer la forme. La présence, c'est la forme. C'est une façon de dire, vous en faites partie. Mais si je prends les présidents de République qui étaient présents, qui parmi eux étaient résistants? Personne. Mais qu'est-ce qu'on a fait des familles de ces résistants? Parce qu'il y a des revendications qui sont là. Ces présidents devaient porter ces revendications. Et c'est ça le fond. Vous avez des gens dont on a privé de leur pension pendant fort longtemps. Vous avez des pensions qu'on a figées à partir de l'indépendance de nos pays. Comme si le fait que nos pays sont devenus indépendants changeait quelque chose dans le fait que ces anciens combattants ont participé à la liberté de la France. Mais il y a plusieurs actions qui ont été menées par des intellectuels africains, par des avocats, pour qu'on rétablisse ces Africains qui ont participé à cette guerre dans leurs droits. Mais on n'a pas trop entendu nos présidents dans cela. Ils sont surtout restés dans le symbolique. Nous y avons participé, nous avons de très bonnes relations avec la France, nos relations sont historiques. Tout ça, c'est vrai, mais c'est la forme. Le fond, c'est qu'on dise clairement le rôle que les Africains ont joué, qu'on le reconnaisse et qu'on l'écrive également dans les documents qui enseignent l'histoire de cette guerre au niveau de la France. Vous parliez également tantôt de leçons, justement. Quelles leçons les différentes nations aujourd'hui doivent tirer, et surtout des conséquences des différentes guerres qu'ont connues le monde, la première et la deuxième? On y voit encore des conflits qui persistent dans le monde. Malheureusement, la meilleure leçon tirée, c'était l'Organisation des Nations Unies. Créée pour qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait plus de guerre sur cette terre et qu'on préfère résoudre les problèmes par la négociation que par les armes. En même temps, on peut constater amèrement que les Nations Unies peinent à décrocher le cessez-le-feu, à dire non, stop à la guerre en tout cas dans certains pays du monde. Oui, mais c'est parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est rentré dans la guerre froide. Et dans la guerre froide, les Nations Unies ont été un espace d'affrontement entre un pôle de l'Est et un pôle de l'Ouest. Au lieu que ce soit l'organisation qui était censée être mise en place pour regrouper l'ensemble des nations. La deuxième chose, il faut réajuster cette organisation des Nations Unies, comme l'a toujours défendu le défunt Kofi Annan du Ghana. Mais l'Afrique n'était pas là quand on créait l'Organisation des Nations Unies. L'Allemagne, parce qu'elle a été vaincue, a été écartée. Aujourd'hui, l'Allemagne est la première puissance en Europe. Le Japon n'était pas là.
le Japon occupe quelle position aujourd'hui sur le plan mondial, sur le plan économique, mais il faut remettre en cause la façon dont on a constitué l'Organisation des Nations Unies et garder l'esprit avec lequel on avait constitué l'Organisation des Nations Unies pour que, effectivement, qu'on fasse en sorte que, dans le meilleur des cas, qu'on évite les conflits, puisque c'est dans ça qu'il faut travailler dans un premier temps, être proactif, à défaut d'éviter des conflits, s'il y en a, qu'on puisse intervenir à temps pour ramener la paix là où il y a des conflits. Mais s'il faut regarder l'Organisation des Nations Unies sur ce plan, il y a plein de problèmes. S'il faut regarder les leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale, avec ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie, qui peut aboutir à une guerre qui dépasse ces deux pays. Ça l'est déjà. Je parle d'espace géographique. Les nouveaux enjeux mondiaux, est-ce qu'il y a une mise à jour à faire, notamment au niveau des textes? Sur les textes, il y a quelques éléments qu'il faut revoir. L'élément le plus fondamental pour moi, c'est le droit de veto. Sur quelle base la France va avoir le droit de veto et le Togo ne va pas l'avoir? Est-ce que c'est parce qu'on cotise moins ou parce qu'on cotise plus qu'on a droit au veto? Mais si c'est le cas, quand on regarde la France par rapport à l'Allemagne, il y a un problème. Par rapport au Japon, il y a un problème. Pour moi, c'est le principe du veto qu'il faut remettre en cause et qu'on aille dans une Assemblée générale des Nations Unies où les nations sont là comme des nations. La France a forcé la porte pour entrer au niveau du Conseil de sécurité comme membre permanent. Parce qu'après la guerre, la France n'avait pas cette force. Mais c'est le leadership de De Gaulle qui a mis la France dans ce rôle et ce n'était pas véritablement sa place. Mais il faut qu'aujourd'hui qu'on réclame, qu'on refonde cette question du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'on refonde également cette question du droit de veto pour que ça soit une organisation qui retrouve des nations qui sont des nations indépendantes. Et quand on va décider, mais qu'on prenne en compte l'avis de tout le monde, au lieu que l'avis d'une seule nation puisse l'emporter sur l'avis de l'ensemble des autres nations avec le droit de veto. Et puisque de la France, nous parlons, le président Emmanuel Macron, dans son discours donc ce dimanche, a appelé à l'unité, la solidarité, la liberté, le vivre ensemble. Et dès ce lundi, le président a repris les consultations en vue de la nomination d'un Premier ministre, 6 semaines après les élections législatives. Tout à fait. La France est sans gouvernement depuis, puisqu'il y a une grosse difficulté. Macron est en train d'aller de raté en raté. La dissolution de l'Assemblée, ça a été raté. L'organisation des élections, ratée. Il a encore un problème aujourd'hui parce que la mise en place du gouvernement, il a tous les problèmes du monde pour qu'un gouvernement puisse être là. Mais ça se comprend parce que vous avez 3 pôles, pour simplifier. Vous avez le pôle avec celui que les gens ne veulent pas voir, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, Mélenchon. Vous avez le pôle avec Marine Le Pen, que beaucoup de gens également ne veulent pas voir. L'autre pôle, c'est le pôle présidentiel, que tout le monde veut voir partir. Malheureusement, si vous vous rappelez ce qui s'est passé pendant la campagne électorale, ces 3 pôles ne se sont pas ratés. Il y a une opposition radicale entre ces 3 pôles. Et ce sont ces 3 pôles qui sont sortis premiers au niveau des élections législatives, sans qu'un pôle ne puisse avoir la majorité. Ce qui fait que pour prendre l'initiative de former un gouvernement, il faut fabriquer une majorité en complétant avec un certain nombre de députés. Personne ne veut compléter, mais la France est dans une situation complexe, mais c'est ça également le régime parlementaire. Il crée souvent ce genre de crise quand à l'issue d'une élection, aucune des partis ou bien des coalitions n'a la majorité et personne ne parvient à mettre en place une autre coalition qui permet d'avoir la majorité, parce que si une des coalitions réunissait 50% des députés, il devient facile de proposer au président de la République un nom. Mais pour le moment, aucun ne le réunit et personne plutôt ne veut s'approcher de l'autre. Et dans le cadre de cette consultation, le président a presque déjà rencontré tout le monde. Après le nouveau Front populaire, la droite républicaine et le centre, vendredi, il a reçu Marine Le Pen et Jordan Bardella, puis Éric Ciotti, mais aussi les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors, l'enjeu, c'est de quel bord sera le Premier ministre? Oui, c'est de quel bord sera le Premier ministre. Mais avec cette opposition radicale, on va vers une crise qui risque de se prolonger. Le président de la République dit qu'il n'est pas question qu'on mette en place un gouvernement dans lequel il va y avoir des ministres du camp de celui qu'il ne veut même pas voir, Mélenchon. Donc, pas de ministre de la France insoumise dans le gouvernement. Marine Le Pen, quand elle est sortie aujourd'hui,
Elle a dit, elle ne veut pas de gouvernement de gauche. C'est-à-dire tout ce qui est nouveau Front populaire, elle ne veut pas de gouvernement. Et l'enjeu, c'est que quand un parvient à mettre un gouvernement, les autres sont prêts à utiliser la motion de censure pour faire tomber le gouvernement, ce qui crée immédiatement une instabilité. Mais quand vous regardez le jeu, il y a une sorte d'auto-blocage. Vous avez des gens très extrémistes qui disent pas de gauche du tout. Des gens un peu moins extrémistes qui disent, bon, une gauche, oui, à la rigueur, mais il faut qu'on s'entende sur qui va être le Premier ministre, et il ne faut pas qu'il y ait des ministres de LFI devant la France insoumise à l'intérieur. Marine Le Pen qui dit pas de gauche, même dans le camp du président, bien que le président français dit tout simplement pas de la France insoumise dans le gouvernement, dans son camp, il y a des gens qui disent également pas de gauche. Mais dans ces conditions, la crise risque de perdurer. En faisant finalement, puisque cela lui revient de le faire, le choix de son Premier ministre, qu'est-ce que tout de même Emmanuel Macron doit chercher à préserver? Mais non, ce n'est pas à lui de faire le choix du Premier ministre. On est dans un régime parlementaire. La règle, c'est qu'à l'issue des élections, le parti qui a la majorité au niveau du Parlement, c'est ce parti qui propose le nom du Premier ministre au président de la République. Qui doit ensuite à défaut, valider. C'est le parti qui arrive le premier, qui fait des pourparlers avec les autres pour essayer de mettre en place une majorité pour faire la même procédure. Le problème aujourd'hui, c'est que Macron est en train de vouloir prendre le devant dans cette affaire, alors que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Un contexte particulier, mais après toutes ces consultations, en tout cas, la désignation du Premier ministre ne devrait plus tarder, normalement. Ben, si ça continue, ça va tarder. Parce que le président Macron ne peut pas choisir un Premier ministre sans tenir compte du choix de l'Assemblée. Maintenant, il a un gros problème, parce que si Macron dit qu'il ne choisit pas dans la gauche, à cause de Mélenchon, on ne pense pas que Macron va aller choisir chez Mme Le Pen. Macron va choisir où? Dans son camp? Mais ce serait une bizarrerie, parce que son camp est arrivé 3e à ces élections. Comment on peut sauter les premiers, sauter les seconds, aller au 3e, mais on ne serait plus dans un régime parlementaire. Macron serait en train de faire ce qu'il veut. On reste donc à la suite de cette information à connaître le futur Premier ministre de la France et bien sûr dans la suite logique l'ensemble de son gouvernement pour tenter de revenir donc à la normale et stabiliser la situation politique en France. Oui, c'est une coalition à mettre en place qui est difficile. Macron même est en train de chercher, j'allais dire un homme miracle, c'est-à-dire essayer de sauter les blocs dont je parlais tout à l'heure, les 3 blocs, pour essayer peut-être de trouver quelqu'un de consensuel. Mais pour le moment, ça ne marche pas parce que Macron fait tout actuellement pour noyer Mélenchon. Mélenchon leur a rendu la balle. Tu as vu ce qu'il leur a dit? D'accord, nous sommes d'accord qu'il y ait un gouvernement de gauche sans la France insoumise. Mais malgré tout, les gens n'acceptent pas parce que le gouvernement de gauche est un gouvernement de gauche avec ou sans Mélenchon. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans le décryptage.